On est le 22 décembre 2012, le lendemain de la date fatidique du calendrier maya annonçant la fin du monde. 2017, Madame de Bovary, une sommité mondiale dans le monde de la science, j'allais dire presque plus reconnue qu'Albert Einstein, toque à la porte de Didier, le médium. Cérémonie, bonsoir. Bonsoir. Une vie pas si banale, ou l'effet domino. Mais pourquoi l'effet domino? L'effet domino, c'est un peu comme dans un battement d'aile d'un papillon en Amazonie qui peut créer une catastrophe à l'autre bout de la planète. Donc finalement, c'est, disons, c'est un peu comme dans notre société actuellement, c'est-à-dire que c'est un peu un petit déchaînement du climat, de la tension mondiale. Le résumé de cette histoire, parce que là on est dans une histoire d'un roman que vous avez écrit, qui est sorti cette année. Le résumé, on peut dire le synopsis de ce roman, il raconte quand même un parcours, donc entre une rencontre, c'est pas un parcours, une rencontre entre la science et le monde de l'occulte. Pourquoi cet attrait, pourquoi cet intérêt de mélanger ces deux mondes qui à la base ne sont pas faits pour se rencontrer, parce qu'ils s'opposent? Bien sûr. Sachant que ce roman est né de façon très particulière, on parlera peut-être un peu plus tard. Moi, personnellement, il y a une partie de ce roman qui concerne quand même ma vie, qui est autobiographique. Et dès tout petit, en fait, surtout lorsque ma mère s'est tuée en voiture, j'ai eu une attirance particulière pour le paranormal, l'ésotérisme. Mais j'ai toujours fui les sectes. La religion aussi, parce que pour moi, c'est pas la Bible qui me disait à quel moment, du moins, qu'est-ce que faisait ma mère tout de suite de l'autre côté. Donc j'ai pas trouvé de réponse là-dedans. Et j'ai aimé par contre les scientifiques, les savants qui, à la base, au début de leur enquête dans le paranormal, partaient en se disant tout ça, ça n'existe pas. Et finalement, au fur et à mesure de leur enquête des années qui ont passé, ont commencé à changer d'opinion pour finalement être convaincus que la vie après la mort et puis tout ce qui est un peu paranormal, en fait, existe bel et bien. Et donc j'ai lu j'ai jamais lu de roman de ma vie quasiment, mais j'ai lu quelques ouvrages écrits par des scientifiques sur la vie après la mort. Et donc il y a un côté qui est très rassurant puisque c'est rationnel. On a les pieds sur terre, ça nous permet de ne pas être perché. Et il y a aussi un autre côté comme qui est beaucoup plus perché pour le mortel commun, puisque c'est quelque chose d'invisible qu'on ne voit pas. Donc. Alors l'histoire, en fin de compte, de ce livre, mis à part le parcours personnel qui est le vôtre, qu'on va voir justement, mais l'histoire de ce livre en lui-même. Donc on est en 2017, si je comprends bien. Il y a cette Madame Bovary, donc une sommité scientifique qui sonne à la porte de Didier, le médium. Et on peut dire ce qu'il s'y passe après. Madame de Bovary, de formation, de culture, elle n'est pas du tout attirée par l'ésotérisme, bien au contraire, puisqu'elle est ancrée, quelques années plus tôt, elle a eu le prix Nobel de sciences, elle est, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être même plus forte qu'Einstein dans son domaine. Et ça fait 5 ans qu'on a passé le jour J, le fameux jour d'Apocalypse. Et c'est vrai qu'avec toutes les bizarreries que la planète elle connaît, elle se dit le monde deviendrait-il fou? Donc ils ont passé 5 ans dans les laboratoires à faire des mesures, à faire des recherches, et aucune réponse n'est apparue. Donc comme je disais, malgré tout ce reni qu'elle a du paranormal, elle se dit peut-être que l'ésotérisme ont une réponse ou un début de réponse sur lequel on pourrait peut-être une destination, un plan. Et donc elle va voir, elle décide d'aller voir donc un médium
mais pas n'importe quel médium, puisqu'on sait que malheureusement, c'est comme dans tous les métiers, il y a beaucoup de charlots aussi. Donc elle veut aller voir le Didier parce que Didier, il a la réputation d'être le plus grand médium du monde. Donc après 5 ans de recherche, elle se décide d'aller voir le médium. Donc le médium finalement, lui qui n'avait jamais personnellement fait de recherche, du moins il avait constaté des bizarreries, effectivement comme tout le monde, puisque sur la planète tout le monde voit son voisin qui peut disparaître du jour au lendemain. Par exemple, à un moment donné, dans le roman, il y a le grand téléphérique de Toulon qui, du jour au lendemain, disparaît. Donc il y a pas des choses extraordinaires. Mais Didier est plus au service des gens. Donc effectivement, il le voit ça, mais il n'a jamais voulu faire des recherches là-dedans. Et en cours de transe, il va s'évanouir. Alors que c'est un professionnel. Hein, il va s'évanouir et il va remonter comme des flashbacks de ses 10 ans à peu près jusqu'au moment où il va se réveiller. Mais il va passer l'avant 21 décembre 2012 et l'après 21 décembre 2012. Et lors de son réveil, il va apprendre un secret incroyable, fabuleux, sur lui-même et sur l'humanité en général. Donc suspense à ce moment-là. Suspense à ce moment-là. Avec un secret qui est vraiment incroyable. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un ouvrage qui est déjà bien écrit et qui a la particularité, alors moi je trouve ça, et c'est là que je trouve ça intéressant, fascinant et presque magique. Pourquoi? Parce que dès qu'on se plonge dans cet ouvrage, dès la première page, on est happé par quelque chose qui fait qu'on ne peut plus lever les yeux. On reste dans le lit. On se retrouve 2-3 heures plus tard à refermer la dernière page et à dire mais mince, j'ai lu tout ça. Parce que c'est un livre qui nous ensorcelle du début à la fin. Une écriture assez particulière d'ailleurs, mais tout à fait saine, sereine. Moi je dirais que c'est un nouveau style d'écriture. Dans le terme, je dirais que c'est un style très naturel. Oui, c'est vrai que comme la vocation de romancier m'est venue comme un flash de révélation, moi je n'avais jamais écrit de ma vie, je n'avais jamais lu de roman comme je le disais quelques instants plus tôt. Et effectivement, il y a quelque chose de très étrange qui s'est produit dans l'écriture, c'est-à-dire qu'un chapitre écrit correspond, parce qu'on ne s'improvise pas romancier du jour au lendemain. Tout à fait. Voilà. Donc un chapitre d'écrit, c'était comme si j'avais une formation accélérée de 2 ans. Donc ça commence de façon très facile, très enfantine, la lecture. Donc c'est vrai qu'on se prend vite au jeu, on se prend vite dedans comme les lecteurs me le disent. Mais au fil des chapitres, des pages qu'on tournera, notre esprit voyagera, mais également l'écriture par elle-même évoluera comme Didier va évoluer. Puisqu'il parle de 10 ans, où finalement il est enfantin, donc l'écriture est assez enfantine. Et au fur et à mesure qu'il vieillit, l'écriture prend de la maturité aussi. C'est vraiment ce qui est très étrange. Et quand on arrive vers le chapitre 10, 11, 12, 13, là c'est comme très consistant. Quoi. On se met quelque chose sous. Ça se dit toujours aussi facilement, mais on est pris dans le sujet, puis on se met quelque chose sous les yeux, quoi, qui nous projette. Voilà, c'est ça. Ouais. Du paysage, de l'image. Alors ce qui est fascinant, on parle de l'écriture et du style, hein, mais maintenant on peut parler aussi du côté intéressant, d'où est venue l'écriture. Parce que Cyril Monnier, à la base, n'était pas écrivain. Champion du monde de full contact, de boxe, c'est de la boxe. Hein. C'est de la boxe pied-point, c'est Bruce Lee au niveau des jambes. Voilà. Et Brian Maslow, Mike Tyson au niveau des poings. Le mélange, c'est un petit mélange, voilà. C'était un sport qui était importé par quelqu'un que je connais assez bien, que je respecte, qui est Dominique Valera. Oui. Et voilà, donc effectivement j'ai été vice-champion du monde en 2003, donc ça c'est un titre que j'ai sur le ring. Et j'ai été décerné champion du monde honorifique en 2008. Donc un parcours quand même assez fort, assez bien reconnu. Alors, on se dit, bon, à ce niveau-là du monde sportif, on s'attendrait à voir un roman, j'allais dire Bruce Lee au pays de l'Indonésie, par exemple. Et puis ben non, parce que déjà, la vocation d'écrire n'était même pas là à ce moment-là. Hein, alors, à ce qu'on sait, à ce qu'on connaît de l'histoire, la vocation est venue, j'allais dire, d'un incident dans votre vie. Oui. Si vous pouvez nous en parler. Oui, en effet,
un incident de parcours, puisque en 2009, juste 15 jours avant Noël, j'ai mon ex-femme qui me quitte, avec mes 2 enfants. Donc pour moi, c'était très très douloureux. J'ai passé 3 mois vraiment de galère. Je restais dans le noir, au dernier étage en grenier. Je voyais les heures qui passaient et je me mourais, quoi. Et la douleur, une naissance aux enfers incroyable. Et je me rappelle même une fois, je vais chez mon petit frère et j'ai mon autre frère qui fait le tour d'une sorte de comptoir, quoi. Et puis qu'est-ce qu'il voit là? Un cadavre. Son grand frère complètement. C'est la descente aux enfers. Et la douleur était tellement forte qu'un après-midi, dans un dernier espoir, je téléphone à mon ex-femme pour essayer une dernière fois de la récupérer. Elle m'a boulé, de balader, quoi. Bon. Et j'étais en haut du Faron, là, donc à Toulon, la montagne, là, Toulon, bien sûr. Et j'ai voulu accélérer avec ma voiture et puis me jeter dans le Bigorre, dans le vide, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai une voix intérieure qui m'a parlé. L'inconscient, je pense, c'est peut-être l'ange gardien ou peut-être le dernier instant qui vient me tirer, c'est ça. Voilà. On ne s'en rend pas compte, après on est comme un robot, mais c'est mécanique. Donc j'ai été jusqu'à l'hôpital de Toulon, l'hôpital généraliste. Quand ils ont vu mon état psychologique, ils ont préféré me dire monsieur, plutôt de dormir 3 jours chez nous, ils sont proposés. Et au bout de 3 jours, au lieu de sortir, je suis arrivé en hôpital psychiatrique. Et c'est l'arrivée, j'allais dire, dans la descente totale. À ce moment-là, la dépression nerveuse, le suicide, l'intégrale de la dépression. Ouais, c'était assez horrible parce que là-bas, je prenais 5 cachets différents par jour. J'ai vraiment pété un câble, donc c'est-à-dire que je me rasais les sourcils, je me suis rasé les cheveux, je pensais que j'avais un cancer, donc j'ai affolé aussi honteusement, mais aujourd'hui, je ne peux pas m'en vouloir, mais j'ai effrayé un peu ma famille. C'était vraiment très difficile. Puis soudain, il y a le bras magique, je peux dire, le bras de l'inspiration qui arrive. Alors ça se passe comment, ce bras de l'inspiration? C'est tout d'un coup des mots qui traversent la tête, des images. La rencontre avec une feuille de papier et un stylo, c'est quoi l'inspiration à ce moment-là? Le bras magique qui va sortir Cyril Monnier j'allais dire de l'anonymat, j'allais pas dire du sport, au contraire, parce que là vous étiez médiatiquement reconnu dans le sport, mais de l'anonymat, de sa douleur, du commun des mortels, qui va le mettre sur le chemin de la création autre, de l'écriture. C'était quoi ce bras? C'est quand même un merveilleux souvenir. Donc c'était au bout de 3 semaines à peu près, je pense, d'internat psychiatrique, donc justement à l'Ouest, je ne savais pas. Et un matin, dans ma chambre, je regarde le sol comme ça et il y a une lumière, un appel. Donc certaines personnes sont devenues moines, curés, nonnes, donc ils sont tous abandonnés pour changer de vie totalement. Et bien moi ce qui est incroyable ce jour-là, c'est que mon divin appel, ce fut un appel à la littérature et de l'art en général. Et à partir de là, dans ce flash, j'ai vu aussi que ma vie ne serait jamais aussi fluide et aussi simple que là-dedans. Il y a des choses qui finalement est réel. Parce que quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais plus de logement, puisque ma femme avait pris son appartement, donc on avait rendu notre maison. Et donc pendant 3 mois, je prenais mes enfants 3 à 4 jours par semaine parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais j'avais plus de logement, donc j'allais dormir à droite à gauche. Et j'écrivais mon bouquin parce que j'y croyais dur comme fer. Mais à l'époque, quand j'ai commencé à le raconter, que je voulais me mettre là-dedans parce que les gens rigolaient, Cyril Monnier, romancier, etc. C'était le délire. Ça faisait contraste. C'était bon, après un pseudo-cancer, maintenant un romancier, il est complètement pété un câble aussi. Bon, j'étais encore un peu déphasé, mais je croyais en ce truc. Donc au bout de à peine 3 mois, le roman il est né. Et au moment de l'édition, donc je suis parti parce que j'ai plus trop
trop de moyens par rapport à ma vie d'avant qui était chef d'entreprise et directeur général. Donc c'est plus pareil. Et je suis monté à Paris avec un gros sachet de peut-être 40 kilos de manuscrits et puis une valise. Et donc j'y suis monté avec un panneau où c'est écrit Paris, en gros, pour mon roman, et j'y crois. Paris, c'est la découverte, c'est la conquête, donc c'est l'éditeur aussi déjà, puisque l'éditeur est arrivé et vous a mis, j'allais dire, son édition, vous avez ouvert les portes de son édition. Le fil des mots, oui. Donc justement, le fil des mots, c'est l'éditeur, chez qui est édité donc cet ouvrage, Une vie. Pas si banal. Pas si banal. On vous conseille de lire ce livre qu'on pourra trouver en librairie sous commande. Je pense qu'il sera facile de commander directement chez son libraire. Encore une fois, le nom de l'éditeur, vous confirmez? Donc c'est la maison d'édition Le Fil des mots. Le Fil des mots. Et Cyril Monnier est l'auteur, il est là. Et le titre, Une vie pas si banale, ou les faits dominants. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Et surtout, une très très bonne lecture. Au revoir.